Je suis en compagnie de Régent, le vice-président. De quoi on parle aujourd'hui dans l'émission? Eh bien, en cette belle journée d'été, au moment du tournage, on va parler de nourriture, en particulier de casse-croûte, puisque souvent on va aimer, quand on fait une balade en voiture, s'arrêter. Bien, Sainte-Catherine, je vais vous présenter 3 casse-croûtes qui ont un peu marqué l'histoire de Sainte-Catherine. Et on est actuellement sur les lieux du premier casse-croûte qui a été ouvert ici en 1940 par M. Joseph Albany Pélisson, qui était situé à la sortie du pont Gouin. Le casse-croûte, c'est ce qui est derrière moi. Maintenant, ça a été réaménagé. C'est l'ancienne maison du passeur qu'on appelait, puisqu'avant qu'on construise le pont, au début du 20e siècle, il y avait une personne qui habitait ici et son travail était de faire traverser les gens de l'autre côté de la rive. Alors, M. Pélisson est un personnage important ici à Sainte-Catherine et Jacques-Cartier. Il y a même une rue que la municipalité a nommée en son honneur en 2016. Il va être un policier, un des premiers policiers à Sainte-Catherine et au lac Saint-Joseph. Il va établir ici même, le casse-croûte que je vais vous parler. Il va même partir une compagnie de taxi avec ses 2 fils. Et pour rejoindre le standard de taxi, on appelait le numéro 13 en particulier. Donc, en 1940, pour desservir la population du côté nord, va donc ouvrir son casse-croûte, va même avoir une station d'essence pour offrir du service. Les gens, donc, ce casse-croûte va durer une dizaine d'années. En 1941, lorsqu'on regarde les registres d'entreprises du gouvernement fédéral, on parle même qu'il y a une épicerie. Parce qu'il n'y a jamais eu d'épicerie, c'était vraiment le service de base qu'on pouvait retrouver. Au début, c'est des sandwichs maison qui est fait. On vend des patates frites, de la crème glacée, etc. Le commerce va durer 10 ans, puisqu'en 1950, M. Pélisson va déménager et va aller vivre à Montréal en raison du travail, d'un nouveau travail qu'il a. La famille Pélisson va garder quand même le domaine où ça va devenir une maison privée. Vous comprendrez que lorsque le nouveau pont va être construit dans les années 60, on va devoir exproprier une partie du terrain. Le commerce, le dépanneur va être reculé et il va se retrouver maintenant à la section derrière moi où on en est. Mais c'est vraiment ici qui a été le premier casse-croûte qu'on a eu de Sainte-Catherine dans le style casse-croûte, parce que des restaurants, choses comme ça, il va en apparaître d'autres, mais on aime bien mentionner le premier casse-croûte. Casse-croûte restaurant chez Pélisson, son vrai nom. Et là, vous avez vu, pendant qu'on vous parlait des photos d'archives, les gens qui sont ici présentement dans la maison ont encore des documents importants. Oui, c'est la fille de M. Pélisson ici qui y habite maintenant, qui a aidé énormément la Société d'histoire. Et même, je pourrais mentionner, c'est que M. Pélisson, père, Joseph Albany, a été un photographe aussi. Et il est un de ceux qui a pris énormément de photos dans les années 40, 50, 60 de Sainte-Catherine et qui nous aide, nous, à la Société d'histoire catherinoise, à un peu mettre en image les souvenirs qu'on a. Et en particulier, si vous allez au restaurant Normandin aujourd'hui, au sous-sol, il y a une dizaine de photos qui viennent de la collection des différents dans l'histoire de Sainte-Catherine, que ce soit lors de l'école, la fermeture de l'école, etc. Donc, c'est une ressource importante qu'on a pour nous. Il y en a d'autres. Un deuxième rapidement qui va ouvrir dans les années 70, construit en 1975, c'est le casse-croûte des Érables, qui était situé Fossambeau des Érables, donc au sud du village, vraiment à l'extérieur. Donc, c'est un dénommé Martel qui va construire son casse-croûte fin 75, mais il va être en opération à partir de mai 1976, jusque la famille Martel va le garder jusqu'en 90. Ils ont eu une publicité particulière. Il y a un grand animateur de Radio de Québec qui avait un grand animateur qui parlait beaucoup. Pour ne pas le nommer, M. Arthur, qui a même déjà mentionné que les meilleures frites qu'il trouvait dans la région se trouvaient au casse-croûte des Érables. Donc, on peut s'entendre que si M. Arthur dit ça, bien, ça peut attirer de la clientèle. Et surtout, vous comprendrez que dans les années 70-80, la plage Germain va se développer, etc. Donc, il y avait beaucoup de gens qui passaient sur Fossambeau. Donc, ce casse-croûte-là va changer de propriétaire aux années 90 et depuis une dizaine d'années maintenant, n'est plus un casse-croûte, c'est maintenant divers commerces qui sont à l'intérieur. Oui, je m'en souviens d'avoir été mangé là. D'avoir été au casse-croûte des Érables. Un troisième casse-croûte, et qui, je pense, quand on parle de Sainte-Catherine, pour bien des gens vont dire casse-croûte Marcotte. Donc, c'est une institution qui est là depuis la fin des années 50, mais au lieu que moi j'en parle, je vais plutôt laisser parler le propriétaire, le fondateur, M. Louis-Marie Marcotte, qui a plein d'anecdotes à nous conter. Donc, je laisse la parole à Louis-Marie.
Alors, j'ai le très grand plaisir d'être avec le monsieur Marcotte, dit Casse-Croûte Marcotte. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Oui, alors, vous avez beaucoup d'histoires à nous raconter, je pense, hein? Ben, en effet, je suis aussi un prof d'histoire, mais si on parle de l'historique, effectivement, du Casse-Croûte Marcotte, les temps, le temps, les années, les décennies ont fait qu'il y a eu évolution, puisqu'on a parti tout cela. Et c'est l'idée de mon père, effectivement, parce que mon père est un gars qui est un entrepreneur, un homme d'affaires. Et moi, nous sommes 6 enfants, donc issus du mariage de Laurent Marcotte et de ma mère qui est toujours vivante, Carmel Robitaille. Donc, effectivement... Et là, on se situe, là, c'est 50 ans d'histoire, là. 50 ans d'histoire bien sonnée. Et entre autres, je me rappelle, j'étais présent lorsque j'avais mis en place le 30e anniversaire où j'avais fait pendant 30 heures, 30 scènes, 30 ans. OK. J'aurais jamais dû avoir cette idée. Je vous assure que c'était l'enfer. J'en ai pleuré. Ça marchait, hein? Il y avait des autos stationnés sur le boulevard jusqu'au pont. Et je ne vous fais pas d'histoire. De chaque côté, mon stationnement était plein, plein, plein. Monsieur, c'était une idée géniale. Mais géniale pour le public et non pas pour le propriétaire. Pas pour le personnel. Écoutez, tout cela commence parce que un des frères de ma mère, était étudiant à l'époque. Et dans sa jeunesse, à l'âge de 20-25 ans, il était étudiant. Puis il disait à mon père tout bonnement, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire cet été pour me trouver un emploi d'été? Alors, comme mon père était un camionneur, qu'il parcourait le comté de Portneuf, il dit, écoute, pourquoi tu ne partirais pas un petit casse-croûte à Sainte-Catherine? Il n'y en a pas de casse-croûte. Donc, effectivement, juste à la sortie du vieux pont de fer, le pont Gouin qu'on appelait, tout près de l'église, il avait installé là son petit casse-croûte en arrière de la station-service Texaco à l'époque. On en avait déjà parlé dans une autre émission, c'est que la route principale passait en avant de l'église et il y avait le dépannage de liqueurs et vous étiez en face de ça. Nous étions en face de ça et la station-service était justement en face du vieux cimetière qui est tout près de l'église. C'était dans votre famille aussi, la station-service, hein? Et voilà, c'est aussi le frère de ma mère. Vous savez, les mafiosos à Sainte-Catherine, ils sont nombreux. Donc, nous avons commencé et mon oncle l'avait opéré pendant quelques saisons. Et par la suite, il dit, écoute, il dit à mon père, écoute, je m'en vais à Montréal, je me suis trouvé un emploi à l'année à Montréal, donc je vais aller m'installer là-bas. Mon père dit, tu vas faire quoi avec le casse-croûte? Ben, je ne le sais pas. Il dit, connaissez-vous quelqu'un intéressé? Mon père dit, oui. Il dit, nous, on va l'opérer avec mes enfants. Et c'est ma mère qui est encore vivante, qui a 97 ans, bien sonnée, qui faisait à l'époque toutes les sauces, la salade de choux, effectivement. Mais nous ne vendions que des frites et des hot dogs. Et mon père avait inscrit en haut du restaurant frites 10 sous. Fait que la poutine, ça n'existait pas dans le temps. Absolument pas. On l'a emmené à Québec. Et vous savez, la région du Québec, ça vient de Victoriaville, mais on ne vendait même pas de hamburgers ni de crème glacée. Parce que la crème glacée, on disait, tu t'en vas au dépanneur chez Higgins en face. Lui, il en vend de la crème glacée. Oui, vous ne voulez pas compétitionner, et voilà, c'est on ça. se respectait. Ouais. Donc, effectivement, on se servait du terrain du curé. Et mon oncle, à l'époque, j'en ai parlé à quelques occasions, lui était étudiant puis un peu plus hasardeux, débrouillard que nous. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Et on vendait, comme je vous disais, des frites, des juliennes, avec cette petite cuillère qui est tombée dans l'huile, puisque effectivement, on ne vendait que des frites que dans l'huile. Défendu de mettre de la graisse dans les friteuses. Et au tout début, c'est de l'huile de coton. Vous essayerez de trouver ça. L'huile de coton. Et par la suite, nous avons converti le tout avec de l'huile d'arachide. Mais en 50 ans d'histoire, jamais il n'y a eu une goutte de graisse dans les friteuses du casse-croûte Marcotte. Ah ouais, c'est Jamais. spécial. C'est défendu, c'est sacré. Vous fonctionnez toujours, encore aujourd'hui, à l'huile d'arachide. Tantôt, vous me parliez que justement, vous avez comme donné des conseils aux gens de Tiwi à Saint-Raymond avant qu'ils se partent. Effectivement. C'est pour la recette puis tout ça. Et vous voilà. Quand Tiwi est venu, évidemment, à mon comptoir ici à Sainte-Catherine, il m'a dit, j'ai l'intention de me partir un casse-croûte. Ah oui, je dis, à quel endroit? Il dit, écoute, le terrain en face du mien, il est à vendre. Vas-y, j'aime ça, la compétition. Je suis gaillard et hasardeux. Alors, celui, comme avec le casse-croûte des érables, j'ai dit, on va se tenir dans les prix, mais on va se battre sur la qualité, sur la quantité. Sur la qualité, ça, le débat peut se faire d'une façon indéfinie. Et
Jean-Louis Châteauvert, pour ne pas le nommer Saint-Raymond. J'ai dit, écoute, je te prodigue 2 conseils. Un, prends ta montre et jette-la au bout de tes bras. Et 2, s'il te plaît, il faut que ce soit toujours la même personne qui fasse tes préparations. De façon à ce que ta sauce, ta viande de pain à viande, peu importe, là, ta salade de choux, ton poulet goûte toujours la même chose. Alors, excusez-moi, c'est comme ça que ça commençait. Et lorsque mon oncle a repris le terrain, a repris effectivement son restaurant tout près de l'église, moi, j'ai dit à mon père, un bon dimanche, je me rappelle très bien, je dis, papa, écoute, on n'a plus de casse-route, j'ai à peu près 14 ans à l'époque, 14-15 ans. Je dis, papa, tous nos amis ont des bicyclettes. J'aimerais ça que tu nous achètes aussi des bicyclettes. Moi et tous mes frères, on était à taper fort sur la table en disant, oui, on veut une bicyclette. Mon père dit, laissez-moi penser à ça. Je vais vous revenir, les petits gars, avec ça. Le dimanche d'après, parce que le dîner, c'était sacré tous les dimanches après la messe. Mon père lève la tête et nous regarde et dit, « Les petits garçons, j'ai trouvé une idée. La semaine prochaine, vous allez pédaler. » J'ai dit, « Yes, on va avoir nos bicycles. » Et il dit, « La semaine prochaine, à côté de la maison ici, il va y avoir un casse-croûte. » Ben, le terrain même pas à toi, papa. Ça sera pas long, les petits gars, attendez-moi, OK? Il traverse chez mon oncle et il dit, « Monsieur Robitaille, Camille, le frère de ma mère aussi, il dit, j'achète le terrain. » Il dit, Laurent, le terrain, il n'est pas à vendre. Il dit, c'est pas ça, je te demande. Je te dis combien tu veux pour ton terrain. Tout de suite après, il appelle Desgauvin à Sainte-Catherine, l'entrepreneur, et il dit, Donna, viens boire. Il dit, voici, il dessine ça sur un petit bout de papier. Le premier casse-croûte que je vous ai montré qui était là. Et il dit, je veux ça pour dimanche prochain. Donna Gauvin regarde mon père, l'entrepreneur, il dit, voyons, Laurent, il dit, j'ai d'autres entrepreneurs, d'autres clients, moi, là, à satisfaire. Et je t'ai dit, je le veux pour dimanche prochain. Ils ont monté ça le lundi, ça commençait. Et je me rappelle très bien, j'ai encore à peu près 14 ans. Donna Gauvin dit, écoute, pour faire l'extérieur, tu veux entre la barre, mais j'ai pas de bois. Il dit, du pain comme tu veux, j'en ai pas. Il dit, le seul bois que j'ai, c'est du slabord de cèdre. Puis il dit, c'est cher en maudit. Mon père dit, tu l'installes. Le dimanche Il était d'après, décidé. on brossait des frites tabarnouche. Hey, c'est Il a quelque appelé chose. ses fournisseurs, Jean Lacourcière de Saint-Casimir à l'époque, je veux ça, vous me livrez ça cette semaine. Et c'est ma mère, encore une fois, qui a commencé à faire toutes Les sauces, préparations, les c'est ça? patates, évidemment, les préparations. On coupait les pommes de terre parce que lorsqu'on descendait près de l'église à l'époque, si je reviens là-dessus, on transportait le stock dans une brouette. Donc, les patates frites coupées, ça se transportait dans la brouette. Et à côté de la maison, c'était plus facile. Donc là, vous avez vu le premier casse-route, ça a commencé comme ça. Et lorsque le ministère des Transports a érigé le boulevard, mon père me dit, écoute, petit gars, le restaurant, il s'en vient ici à côté chez M. Lachance, là où est la clinique dentaire maintenant. Il a acheté le terrain à l'époque. C'était un jardin, une vieille maison. Déménagement vers quelle année environ? Des années 75, 80. Oui, dans ce coin-là. OK. 80 peut-être. OK. OK. Donc, parce que moi, j'ai opéré 10 ans à l'époque. Après ça, j'ai opéré 20 ans quand j'ai repris le casse-croûte parce que 4 générations ont passé. C'était d'abord les Marcotte pour une période de 10 ans, M. Lemieux pour une période de 8-10 ans également, M. Michaud, 3-4 ans, et retour des Marcotte pour 20 ans jusqu'à la vente en 2002, où j'ai vendu, évidemment, à M. Paré présentement. OK. J'aimerais qu'on parle de votre père parce qu'on en a parlé un petit peu. Il a fait mais votre père aussi, c'était quelqu'un de très connu dans la grande région. Hein? Oui, mon père opérait un commerce d'huile à chauffage. Donc, les huiles Marcotte, il parcourait le comté de Portneuf au complet. Et par la suite, effectivement, il y avait aussi le transport de bois de siège, qu'il allait chercher jusque dans le bas du fleuve, à Matane, à Chibougamau, pour 16 États du côté américain. Donc, il avait sa propre firme de transport. Et nous, comme je vous dis, nous étions 6 enfants. Il ne voulait pas qu'on traîne les rues. Il disait, les petits gars, c'est là du matin au soir. Là, ce qu'on disait à mon père, bien écoute, papa, on aimerait ça, on aurait un party, on peut-tu aller? Oui, il y a beau party au restaurant aujourd'hui. Tu peux y aller, OK? Donc, c'était comme ça. On travaillait, on opérait du mois de mai jusqu'au début des classes, parce que j'étais étudiant à l'époque. Et moi, j'ai aussi 5 enfants, ils sont tous passés ici, donc avec moi. Et j'en ai 5, je les ai montrés. Et je leur ai toujours dit, mon nom n'est pas inscrit sur le manche de mop. Et comme je suis aussi enseignant, professeur, je vous dis, moi, j'ai une proposition à faire à chacun de mes enfants. Je vais payer vos frais de scolarité. Ça ne vous coûtera jamais rien. Vous allez sortir de l'université, si vous le voulez, sans
sans frais, sans prêt, évidemment. Je vais payer, je vais assumer les frais, évidemment, écoliers, les frais universitaires. Vous avez Donc- votre job d'été. Pardon? Puis ils ont leur job d'été aussi. Et ils avaient leur job d'été également. Donc, j'en ai 5, comme je vous dis. Ils sont tous bilingues. Un, maintenant, est avocat. 2 sont en finance. Un troisième est neurochirurgien à Boston, à Harvard. Et puis, ma fille est représentante médicale également. OK. J'aimerais, monsieur Marcotte, vous me parliez de votre première journée, comment ça s'est passé. Les premières fois au restaurant en bas, écoutez, lorsqu'on avait pris cela de mon oncle, qui, je vous disais que le casse-croûte était à la sortie du Vieux-Pont. À l'époque, mon oncle, celui qui l'avait parti comme étudiant, lui, il vendait de la liqueur, de la grosse liqueur dans les sacs bruns. Et le curé, à l'époque, le curé Rochette, pour ne pas le nommer, est au comptoir. Et ça m'a été compté, effectivement. Les clients arrivaient devant mon oncle, puis ils disaient, écoute, Raymond, Raymond Robitaille, Raymond, on veut avoir, effectivement, 2 grosses liqueurs, 2 gros Seven-Up dans un sac brun. C'était de la bière qu'il vendait devant le curé. Devant le curé. Ça va? Il se cachait, il mettait ça dans le sac et le transmettait évidemment au client. Et moi, à 10 sous chacune, si je reviens là-dessus, la première fois où on a réussi à vendre au-delà de 100 dans un bon dimanche, on était brûlés, vidés. Ça, je peux vous le dire. Mais écoutez, à 10 sous chacun, les frites, 15 sous le deuil. Je vous rappelle pas, le hamburger, pas de crème glacée, donc, etc. Pour faire 100 il faut que les petites mains y marchent, que les petits doigts assez vite. Et ma mère est toujours vivante. Elle a encore des souvenirs de ce fameux casse-croûte où ils ont fait les armes. Ben, écoutez, on épluchait les pommes de terre sur des journaux à l'époque. Et pour l'invention, non pas des poutines, c'est venu par après, mais le pain à la viande, je me rappelle très bien encore mon père. On est allé chez Gros Hectare, où ça avait commencé en face Québec, de la route oui. à Québec. Ouais. Et mon père, il dit, les petits gars, embarquez. OK, embarquez dans l'auto avec ma mère. Il dit, il faut aller goûter à ça. Là, monsieur Marcotte, vous avez enseigné où? Ici à Sainte-Catherine ou à Québec? J'ai enseigné à l'Ansenerette, OK. à la polyvalente de l'Ansenerette. J'ai OK. commencé, d'ailleurs, votre jeune homme à l'arrière de vous, Oui. c'est là une que vous l'avez preuve connu? qu'il a reçu une mauvaise éducation. Donc, j'étais prof d'histoire. Et j'enseignais à peu près toutes les matières. Là, au début, le français, donc l'histoire, géo. Et en 2002, j'ai pris ma retraite parce qu'en même temps que j'ai opéré le casse-route, j'ai opéré également, j'étais enseignant. J'avais également le casse-route sur la rue Notre-Dame en Ansenerette qui est devenu le Stratos. Je l'ai opéré également pendant 8 ans de temps. Oui, c'est à moi. Et j'avais 2 immeubles à revenus en même temps à Québec. Donc, ces mains-là n'ont pas fait qu'enseigner. Et depuis 2002, je participe à la formation, je suis superviseur de stage. Je participe à la formation des futurs enseignants. On me dit que les cheveux blancs servent encore. Oui, Donc, oui, c'est non ça seulement sert. de parler de poutine, mais de parler également de pédagogie. Alors, c'est 2 domaines qui m'ont toujours intéressé. Mais j'aimerais comprendre, parce qu'un bout de temps, vous avez été enseignant au début, puis vous avez aussi le casse-croûte. Fait que dans le fond, vous passiez vos vacances au casse-croûte, puis vous en reveniez à l'école. Donc, vous n'avez jamais chômé vraiment, là. Tous les jours, parce que moi, j'opérais après dès la semaine de relâche au mois de mars. C'est là que j'en profitais pour mettre à jour, évidemment, tout ce qui était naissant. Et tout de suite après la semaine de relâche, c'était ouvert. Vous n'avez pas pris beaucoup de vacances? C'est pas un mot de mon vocabulaire. Ah ouais, effectivement. Quand vous voyez aujourd'hui la belle bâtisse, toute renouvelée, tout ça, ça doit être quand même une belle fierté de voir tout le chemin parcouru, hein? Le nom de Marcotte, pour moi, et je savais, évidemment, lorsque... Vous savez, j'étais rendu un Y dans mon histoire, dans ma vie, en me disant, écoute, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. J'étais sur le point de prendre ma retraite également de l'enseignement. Mon épouse a également m'a soutenu aussi toutes ces années parce qu'elle Oui, était, elle aussi, oui. enseignante à la OK. même école. Nous avons travaillé à la même école, soit à la polyvalente de l'Ansenerette. Oui, oui. De ces ouvertures, écoutez, j'ai commencé à enseigner, j'avais 21 ans. Je n'étais pas vieux. Je sortais de l'école anormale, que j'appelais. Donc, l'école normale Laval. Ouais, ouais. Et par la suite, je suis allé me prendre davantage de cours de perfectionnement en histoire à l'université. Puis à 21 ans, est-ce que vous étiez dans le casse-croûte déjà? Ou, À 21 ans, oui. ouais, vous étiez propriétaire ou non? Non, parce qu'on a racheté de M. Michaud. Oui, Donc, c'est ça. Hein? qui est le Floribert Michaud qui l'avait opéré. OK. Et on avait reparti, je me rappelle, encore c'était hier, on était allé voir la compagnie Coca-Cola à l'époque. Oui. Et je leur dis, êtes-vous intéressés à vendre de la liqueur, vous autres? Ils ont dit, comment donc? Puis il dit, je vous demande juste une chose. Une feuille de plywood, s'il vous plaît. OK, 4 par 8. Et vous avez sûrement des peintres ici dans la boutique. Vous allez marquer, s'il vous plaît, en gros,
Retour des marcottes. Juste ça. OK? On a planté ça sur le bord du chemin. Monsieur, ça a fait fureur. Les marcottes sont de retour dans leur fameux casse-croûte. Donc, c'est comme cela, évidemment, qu'on a repris. Moi et un de mes frères, à l'époque, on l'a repris à deux. Lui a été 7-8 ans avec moi et par la suite, il a dit, moi, j'étais en Floride à ce moment-là avec lui. Il dit, il faut qu'on se rencontre. Alors, je me rappelle très bien qu'en Floride, il dit, écoute, moi, je vends mes parts. Ben, j'ai dit, l'acheteur, il est devant toi. Il ne va pas voir plus loin. Donc, j'ai tout ramassé. Là, au lieu de se partager les soirées, j'ai dit, là, je viens d'assumer 7 soirs sur 7. J'ai encore 2-3 questions. On a regardé tantôt votre album photo, les premières photos dans votre casse-croûte. Vous m'expliquez tout ce qu'il y avait, là. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu du casse-croûte à l'époque. C'était les débuts, là, mais c'était quelque chose, là. C'est comme ça que vous avez travaillé votre métier, là. Oui, parce qu'en fait, je vous reviens là-dessus. Là, ce que j'avais dit à mon père, écoute, t'enlèves le 10 cents en haut. Je lui dis, papa, ça n'a pas de bon sens. Là. On n'en vendra plus de patates frites. Ouais. Il me regarde, puis mon père hésitait un petit peu. Fais la bonne, on va en vendre encore. Et le tabagie, évidemment, en face de l'église, où il était aussi barbier. Donc, j'ai dit, je vais attirer un peu de clientèle. Avec un de mes cousins, on avait pris une gageure que je me ferais faire une coupe beaver pour 10 $, monsieur. Puis je me rappelle très bien que Jacques Higgins me dit, ça n'a pas de bon sens. Va-t'en, va-t'en. Et j'étais servant de messe à l'époque aussi. Donc, les dimanches, j'étais le seul qui pouvait parler un peu le latin avec le curé Rochette. Donc, je servais à la messe et les gens me regardaient et disaient, il est malade. Je vous dis, moi, je ne savais pas, monsieur le curé, foutez-moi dehors. C'est 10 cents par messe que vous me donnez pour servir la messe. Alors, on vous dit. Mais tout cela commence avec ses péripéties, évidemment, à se faire connaître, et la qualité. Pour mes parents, ce qui est important, c'est la qualité. Donc, vous ne vous tromperez pas. Ils disaient, vous mettez le meilleur. Donc, achetez pas, évidemment, à rabais des viandes, des saucisses. Mettez de la qualité. Et comme on disait, si ton hot dog ou tes frites sont bonnes, le client va demander un deuxième. Et mon père disait, c'est là que c'est rentable. Monsieur Marcotte, vous me parliez tantôt aussi excusez l'expression, mais du challenge là, que votre père avait pris. Ça y avait coûté cher de le louer. Puis là, la première été, c'était quand même un défi important. Là. Commandons, parce que là, ça entrait aussi peut-être un peu dans la compétition de la famille, parce que mon oncle avait repris ses biens en bas, le frère de ma mère, et nous, on opérait ici en haut. Et là, ce que le boulevard, évidemment, le boulevard Neuf, le ministère des Transports, ont aménagé ici le boulevard, c'est là que mon père dit, on descend en bas. Donc là, parce que en haut, on perdait tous les gens qui allaient à Valcartier et à Shannon. Maintenant, nous sommes au carrefour, dans un carrefour giratoire. Tu accueilles la clientèle qui va par Shannon, etc. Et la clientèle, à l'époque, qui montait au lac Saint-Joseph. Donc, c'était, écoutez, le boulevard Fossambeau, encore aujourd'hui, ça a toujours été le lac Saint-Joseph, le lac Sergent, pour beaucoup qui vont à Saint-Ramon, passent évidemment par Sainte-Catherine. Donc, le nom de Casse-croûte Marcotte est devenu une institution et... Comme mon père disait, une fois mon père était à Québec, dans un garage, et les clients leur disent, écoute, nous sommes arrêtés au casse-croûte Guenille. Mon père dit, il dit à Sainte-Catherine. Mon père dit, quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit là? Oui, ils ont été arrêtés au casse-croûte Guenille, à Sainte-Catherine. Il dit, comment ça, vous dites ça? Ben, il dit, lorsqu'on va là, il y a toujours quelqu'un avec une guenille qui frotte partout. Mon père, il dit, c'est correct. Il dit, c'est comme ça que je les ai domptés. Et il dit, c'est ça que je veux. Okay? Donc, c'était un fait cocasse parmi tant d'autres. Mais c'était l'histoire du casse-croûte. Vous savez, mon père disait, je veux pas que ce soit le conducteur qui entre dans le stationnement. C'est l'auto elle-même qui tourne dans le stationnement du casse-croûte Marcotte. Et c'est là que je les veux. J'aimerais qu'on... Tantôt, vous m'avez parlé aussi de l'esprit qu'il y avait au début. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde qui passait. Il y avait l'auberge des pins. Il y avait plein de... Ça passait beaucoup sur le vieux pont. Tout ça. Parlez-nous un peu de cette atmosphère-là dans le temps. Écoutez, il n'y avait pas de lumière de stationnement, mais c'était à l'époque pampère à pampère. Donc, nous, on disait, lorsqu'on était placé là, puis à côté de l'église, les gens nous disaient à l'époque, lorsqu'on sortait, puis encore l'idée une idée originale de mon père, qui dit, écoute, les gens s'en vont à Québec, ils retournent peut-être chez eux, donc comme il n'y a pas de casse-croûte, ils vont manger ici. Donc, à Sainte-Catherine, on va aménager des petites tables. Et à l'époque, il n'y a pas de règlement de zonage. Donc, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. C'est pour ça que je vous rappelle que ce premier casse-croûte, au début, la façade du casse-croûte est évidemment parallèle, donc au boulevard. Et moi, je dis à mon père, ça n'a pas de bon sens, et on stationne à peu près 10 autos
Le stationnement est plein, plein. Mon père dit, attends-moi, petit gars, ça sera pas là. Il est allé chercher un camion, un bout de bois, met ça sur le coin du casse-croûte. Il tourne ça de bord, il dit, tiens, ils stationneront dans le fond. OK? C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est pour ça que l'aménagement du casse-croûte est toujours dans cette voie présentement. Et à qui j'ai vendu, lui a fait l'acquisition de 2 résidences pour agrandir son stationnement. Puisque je vous disais tantôt, à ma retraite, j'étais rendu à un carrefour. Et là, j'ai vu aller un peu mes enfants qui avaient chacun, évidemment, leur profession, qui gagnaient bien leur vie. Donc, j'ai dit, pourquoi je ralentirais pas un peu? Et juste avant de décéder, mon père m'a toujours dit, continue à travailler, petit gars, mais ralentis. Ouais, c'est ça. Ben justement, j'aimerais qu'on en parle. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous avez dit, vous faites un petit peu de mentorat, tout ça. Ah oui, je fais encore. Bien, je viens de terminer avant les fêtes une autre cohorte à l'université pour la formation des futurs enseignants. Uniquement ceux qui s'orientent à enseigner au secondaire. Toutes matières confondues, parce que pour moi, c'est davantage des notions théoriques sur les compétences. Tout le monde parle des compétences maintenant. Est-ce qu'on parle de compétences disciplinaires, qu'on parle de compétences transversales, de compétences professionnelles? Pour moi, c'est dans mon langage. Donc, un peu la gestion de classe, les préparations, les étapes, évidemment, d'une SAE qu'on appelle, situation enseignement-apprentissage, les évaluations. Donc, c'est mon dada. Tout cela, maintenant, écoutez, les cheveux blancs, bon, avec le temps, m'ont appris certaines choses. Alors, c'est ce que j'essaie de transmettre à ces élèves, de leur dire, soyez passionnés. Donc, si vous possédez bien votre matière, ça va être facile de lever la tête et de voir ce qui se passe. Puis toutes vos années au casse-croûte, ça vous a apporté quoi dans votre personnalité, dans votre vie? Ça allait apporter des nuits très courtes. Des nuits très, très courtes. Je me rappelle que des fois, je descendais chez moi à 3-4 heures du matin et à 5 heures le matin, il y a des enseignants où je demeure en Ancienne-Arrête, en arrêt du métro, derrière de la polyvalente, faisaient leur jogging et ils cognaient dans la fenêtre de mon auto en disant « Monsieur Marcotte, as-tu une première période? » C'est ça. Alors, j'allais prendre ma douche et je m'en allais à l'école. Sur l'heure du midi, souvent, j'allais chez des fournisseurs parce qu'il me manquait soit une caisse de tomates, soit des assiettes, soit ci, soit ça. Donc, sur l'heure du midi, rarement je dînais. Donc, de midi à 13h30, j'étais parfois chez des fournisseurs ou faire des dépôts ou préparer. Je faisais les payes, les horaires, évidemment, je faisais plus ou moins 100 heures par semaine. C'est comme ça qu'on me disait toujours que les clients disaient à mon père, vous savez, mon père, je vous disais tantôt, c'est un travaillant. Beaucoup de clients disaient à mon père, quand mon père se présentait ici, au casse-croûte, il disait, Monsieur Marcotte, votre gars, là, c'est un bourreau de travail, un worker. Évidemment, c'est un gars qui travaille. Il est 7 jours sur 7, il est tout le temps ici. Et mon père de répondre, mon gars, il travaille. Il a pas commencé. Ça, c'est encore mon père. Le challenge. Ça va? Donc, ça faisait jamais assez mal. Le challenge. Du coup, ah oui, petit gars, vous êtes capable. J'ai quasiment le goût de vous dire en terminant, c'est quand est-ce que vous écrivez votre livre? Je ne sais pas si j'ai assez de péripéties pour écrire un livre, mais Ben, en tout cas, nous autres, on a trouvé ça très passionnant. l'histoire Vous avez- du casse-croûte et le nom de Marcotte à Sainte-Catherine, Ouais. je pense que c'est un nom qui est et qui restera populaire. Effectivement. Merci beaucoup, Voilà. M. Marcotte. Ça fait plaisir. Très gentil. Bonne journée à vous. Merci.